Elle ne m'a qualifié que de « simple beau-père » lors du mariage de ma fille, devant tout le monde. J'avais payé chaque centime dépensé dans cette salle, et je suis sorti sans dire un mot. Quelques heures plus tard, le père du marié m'a retrouvé. Ce qu'il a découvert cette nuit-là n'a pas seulement mis fin au mariage, cela l'a détruite, elle. Je m'appelle Colton Carvey. J'ai 49 ans. Je dirige les opérations régionales pour une entreprise de fret et de transport de taille moyenne basée à Columbus, dans l'Ohio. Je ne suis pas le genre d'homme qui parle beaucoup de lui lors des dîners mondains. Je suis le genre d'homme qui s'assure que les camions partent à l'heure, que les contrats sont propres et que les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent jamais. Les gens, si. J'ai rencontré Naomi Stokes lors d'un barbecue chez des amis communs à l'été 2001. Elle avait une fille de 3 ans nommée Haley sur la hanche et un rire qui pouvait remplir un parking. Le père biologique de Haley, Denny Parish, avait déjà disparu du tableau depuis près de 2 ans à ce moment-là. Disparu comme de la fumée dès que les choses étaient devenues sérieuses. Naomi ne m'a jamais demandé d'intervenir. Je l'ai juste fait. C'est ce qu'on fait quand on est bâti d'une certaine manière. On voit quelque chose qui a besoin d'être soutenu, et on le soutient. J'ai entraîné l'équipe de football de Haley quand elle avait 7 ans. J'ai assisté à chaque pièce de théâtre scolaire, chaque foire scientifique, chaque crise de panique la veille des examens finaux quand elle est entrée à l'université d'État de l'Ohio. C'est moi qui l'ai aidé à charger la voiture. Lorsqu'elle a appelé en pleurant à minuit, 2 ans plus tard, parce qu'un garçon lui avait brisé le cœur, j'ai conduit 3 heures pour l'emmener manger des gaufres à 2 heures du matin, alors que Naomi dormait. Au cours des 4 dernières années de notre mariage, j'ai commis une erreur qui m'a coûté plus cher que je ne le comprenais à l'époque. J'ai commencé à vouloir quelque chose que je pensais que nous voulions tous les deux, un enfant à nous. J'avais 45 ans, Naomi en avait 43, et je savais que la fenêtre n'était pas grande ouverte, mais elle n'était pas fermée non plus. J'ai abordé le sujet prudemment au début, puis plus directement. Elle avait toujours une réponse. Elle était fatiguée. Le travail était stressant. Peut-être l'année prochaine. Puis, elle a suggéré que nous voyions un spécialiste, ce que j'ai pris pour un bon signe. Le médecin, un homme à la voix douce nommé Dr. Ellard dans une clinique de Dublin, Ohio, nous a dit que concevoir serait extrêmement improbable compte tenu du profil hormonal de Naomi. Il a utilisé des mots cliniques qui sont tombés comme des pierres. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence ce soir-là, la main de Naomi sur mon genou, et j'ai cru chaque mot qu'il avait dit. Je n'aurais pas dû, mais je m'avance un peu trop. Le mariage a eu lieu un samedi de la fin septembre à Ashford Hall, un domaine rénové à 40 minutes de Columbus. Haley épousait Garrett Townsend, un ingénieur en structure de Dayton dont la famille avait de l'argent ancien et des manières discrètes. J'avais payé le lieu, le traiteur, les fleurs, la photographie et le dîner de répétition. Pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que Haley était ma fille à tous les égards qui comptaient. Et je voulais que sa journée soit parfaite. Je me tenais près du fond de la salle principale pendant la réception, sirotant un verre d'eau pétillante, regardant Haley évoluer entre les tables dans sa robe ivoire. Elle rayonnait. Quoi qu'il arrive ensuite dans ma vie, cette image en valait la peine. Puis Naomi a pris le micro. Elle avait cette assurance particulière que le chardonnay donne aux femmes qui ont déjà une trop haute opinion d'elles-mêmes. Elle a fait teinter son verre, a souri à la foule et a commencé à parler de la famille, la vraie famille. Elle a fait un geste vers Denny Parish, l'homme qui n'avait pas payé une seule facture de scolarité, n'avait assisté à aucune réunion parents-professeurs, et qui était maintenant assis à une table près de l'avant, portant un costume neuf et un sourire d'emprunt. Et bien sûr, a dit Naomi, se tournant vaguement dans ma direction sans vraiment me regarder, nous devrions remercier Colton. Il a été présent. Vous savez comment sont les beaux-pères. Ils font de leur mieux. Des rires polis, le genre qui ressemble à du papier de verre. J'ai posé mon verre sur la table la plus proche, ajusté ma veste et suis sorti par la sortie latérale sans un mot. L'air extérieur était frais et portait l'odeur de l'herbe coupée. Je ne me sentais pas en colère. Pas encore. Je ressentais quelque chose de plus calme que ça. Fini, comme un contrat qui venait d'expirer. J'étais à mi-chemin de l'allée principale en direction du parking quand j'ai entendu des pas derrière moi. Mesuré, délibéré. Monsieur Carvey. Je me suis retourné. Arthur Townsend. Le père de Garrett. La soixantaine, cheveux argentés, le genre d'homme qui portait un costume comme une seconde peau.
Il est arrivé à ma hauteur et a adopté mon rythme sans demander la permission. Marchez avec moi un moment, a-t-il dit. Nous avons fait encore 30 mètres avant qu'il ne parle à nouveau, d'une voix basse et égale. Le mariage est effectivement terminé, a dit Arthur. Je veux que vous le sachiez. Et des gens des deux familles sont déjà en train de bouger pour vous trouver et s'excuser. Il a fait une pause. Je vous le demande. S'il vous plaît, ne dites rien pour l'instant. À personne. Donnez-moi jusqu'à demain matin. Je l'ai regardé. Je ne demande pas ça pour lui, a-t-il ajouté. Je le demande parce que j'ai vu ce qui vient de se passer là-dedans. Et je pense que vous avez gagné le droit de laisser quelqu'un d'autre faire le gros du travail pour une fois. Je n'ai pas répondu tout de suite, continuant simplement à marcher. Puis j'ai dit, vous avez jusqu'à demain matin. Arthur a hoché la tête une fois, et ce fut le début de l'effondrement de tout. Arthur Townsend ne marchait pas comme un homme pressé. Il marchait comme un homme qui avait déjà décidé où allaient les choses et donnait simplement au monde le temps de rattraper son retard. Nous avons parcouru la moitié d'un pâté de maisons en silence avant qu'il ne parle à nouveau. Depuis combien de temps connaissiez-vous Allais avant le mariage, a-t-il demandé sans me regarder. Depuis qu'elle a 3 ans, ai-je répondu. Il a hoché la tête lentement, comme si je confirmais quelque chose qu'il avait déjà calculé. Et vous avez tout payé. Le lieu, la nourriture, les fleurs. Ce n'était pas une question. Chaque dollar, ai-je dit. Arthur a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti un petit carnet en cuir. Du vrai papier, pas un téléphone. Il l'a ouvert et a actionné un stylo. Je travaille dans la logistique du fret. 34 ans. Quand quelque chose ne colle pas sur un manifeste, je ne discute pas. Je trace simplement l'origine. Il s'est arrêté de marcher et s'est tourné pour me faire face directement. Votre nom ne figure nulle part dans ce programme de mariage, Monsieur Carvey. Pas dans les remerciements. Pas dans la section des gratitudes. Pas sur le plan de table que j'ai reçu en tant qu'invité. Il a fait une pause. Pour un homme qui a financé tout l'événement, ce n'est pas un oubli. C'est une décision. Je n'ai rien dit. Il avait raison et nous le savions tous les deux. Arthur a tourné une page blanche. Je vais passer quelques appels ce soir. La société de traiteurs, le coordinateur du lieu, le photographe. Je veux savoir qui a signé les contrats. Je veux savoir quel nom figure sur les dossiers de paiement. Il m'a regardé fixement. J'ai déjà le sentiment de savoir ce que je vais trouver. Et qu'avez-vous l'intention d'en faire, ai-je demandé. Tout ce qui doit être fait, a-t-il dit simplement. Puis il a mis la main dans sa poche de poitrine et m'a tendu un morceau de papier plié. J'ai tiré ça de la confirmation par email de l'organisateur de l'événement avant le dîner. J'ai eu le sentiment que quelque chose clochait quand je suis arrivé et que je n'ai trouvé votre nom nulle part. Je l'ai déplié. C'était une facture partielle. Acompte pour le lieu, $8 400. Payé par virement bancaire. Le nom sur le compte émetteur, c'est T. Carvey. Mon nom, mon argent, le mariage de ma fille. Je l'ai replié. Gardez-le, a dit Arthur. Vous pourriez en avoir besoin plus tard. Nous avons recommencé à marcher. La rue était calme. Quelques voitures passaient, leurs phares balayant le trottoir mouillé. Je pensais à Naomi, là-bas dans la salle, probablement en train de réécrire la soirée dans sa tête. Polissant la version qu'elle raconterait à ses amis. Cet homme qu'elle a présenté comme le père de Haley, a dit Arthur avec précaution. Denny Parish. Il est parti quand Haley avait 18 mois, ai-je dit. Il a raté tous les anniversaires jusqu'à ses 16 ans, puis il est apparu comme si de rien n'était. La mâchoire d'Arthur s'est contractée presque imperceptiblement. Il est assis à la table de la famille. J'ai vu son carton de place quand je suis arrivé. Celle-là a fait plus mal. Je savais que Denny était invité. Haley me l'avait dit elle-même. Elle avait dit qu'elle voulait lui donner une chance. Ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'est qu'il était assis avec la famille pendant que je restais près du mur du fond comme un porte-manteau. Mon frère a vécu quelque chose de similaire, a dit Arthur après un moment. Sa femme a tenu son fils éloigné de lui pendant des années. Elle a réécrit toute l'histoire. Au moment où le garçon a découvert la vérité, il avait déjà construit son identité autour du mensonge. Il m'a jeté un coup d'œil.
Je ne vais pas laisser cela arriver au mariage de mon fils. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Ce n'est pas votre combat. Non, a-t-il convenu. Mais mon fils est marié à elle maintenant, ce qui signifie que quelle que soit la pourriture qui se trouve sous ce plancher, elle finira par l'affecter lui aussi. Il a fermé son carnet. Je préfère la trouver maintenant plutôt qu'après qu'il y ait des petits-enfants impliqués. C'était la première fois que je pensais, cet homme est sérieux. Quand vous appellerez, ai-je dit, je décrocherai. Arthur a fait un petit signe de tête et s'est retourné vers le lieu de réception. Je l'ai regardé partir, stable, sans hâte, les mains dans les poches, et pour la première fois depuis que j'étais sorti de cette salle, je n'avais pas l'impression d'être seul dans le noir. J'avais juste l'impression que la paperasse était sur le point de rattraper quelqu'un qui pensait l'avoir détruite. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je n'ai pas allumé une seule lumière. Je me suis juste assis dans la cuisine avec un verre d'eau et la facture pliée qu'Arthur m'avait donnée. La maison semblait différente à minuit. Pas exactement vide, mais honnête, comme si elle avait attendu que j'arrête de prétendre que tout allait bien. Mon téléphone a vibré 2 fois. Naomi. J'ai laissé aller sur la messagerie. À 7h14 le lendemain matin, Arthur a appelé. J'ai la facture du traiteur, le contrat floral et l'historique de paiement du lieu, a-t-il dit. Pas de salutations, pas de bavardage. Les 3 indiquent le même compte d'origine. Le vôtre? Tout, ai-je demandé. Chaque ligne. Le dîner de répétition aussi. Acompte photographie, $6,200. Payé il y a 8 mois. Solde du lieu, $14,800. Traiteur, $11,500. Fleurs. Et je tiens à ce que vous sachiez que ces centres de table étaient obscènes. $9,300. Il a fait une pause. Total jusqu'à présent, un peu plus de $47,000. Votre nom sur chaque virement. J'ai noté les chiffres sur un bloc-notes par habitude. 47 400. Il y a autre chose, a dit Arthur. La liste des invités. J'ai demandé à mon assistant de récupérer le document RSVP original sur le serveur du coordinateur de l'événement. Ils utilisent une plateforme de planification partagée et les autorisations d'accès étaient plus lâches qu'elles n'auraient dû l'être. Quelqu'un a modifié la colonne des remerciements officiels 3 semaines avant le mariage. Il a laissé l'information atterrir. Votre nom était initialement listé sous le père de la mariée, beaux-parents. Quelqu'un l'a changé en blanc, puis a ajouté Denis Parish sous le père de la mariée. J'ai posé le stylo. Pouvez-vous dire qui a fait le changement, ai-je demandé. Le journal des modifications montre l'identifiant du coordinateur, a dit Arthur. Mais la coordinatrice m'a dit ce matin qu'elle avait reçu une instruction écrite de la mère de la mariée pour mettre à jour les désignations familiales. Elle a l'email. Naomi, bien sûr. Une dernière chose, a dit Arthur. J'ai effectué une vérification rapide des antécédents de Boyd Sloan. L'avocat listé comme représentant légal de Naomi sur certains des documents de fiducie que j'ai trouvés référencés dans vos dossiers financiers partagés. Sloan ne se spécialise pas en droit de la famille. Il se spécialise dans la planification successorale et la protection des actifs. Une autre pause. Et lui et Naomi ont été photographiés ensemble lors de 3 événements caritatifs au cours des 18 derniers mois. Toujours listés comme invités de la même organisation. J'ai absorbé cela en silence. Colton, a dit Arthur, ce n'était pas spontané. Le discours, le plan de table, les modifications du programme, Parish à la table familiale. Quelqu'un a planifié cela soigneusement, probablement sur plusieurs mois. Je sais, ai-je dit. Avez-vous un avocat personnel? Oui. Appelez-le aujourd'hui, a dit Arthur. Avant de parler à Naomi, avant de parler à Haley, avant de parler à quiconque. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis resté assis là encore quelques minutes à regarder les chiffres sur le bloc-notes. 47 400 $. 22 ans. Et un champ vide là où mon nom se trouvait auparavant. J'ai pris le téléphone et appelé mon avocat, Franck Mercé. Il a décroché à la 2e sonnerie, a écouté pendant 4 minutes sans m'interrompre, puis a dit les 6 mots que j'avais besoin d'entendre, ne bougez pas d'argent. Venez aujourd'hui. J'étais dans son bureau à 10 heures. Franck Mercé était mon avocat depuis 11 ans. Il avait 61 ans,
était bâti comme un ancien secondeur de football américain, et avait le genre de visage qui rendait la partie adverse nerveuse avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il a étalé les documents d'Arthur sur sa table de conférence et les a étudiés comme je l'avais vu étudier des contrats 100 fois auparavant, méthodiquement, calmement, comme un homme désamorçant quelque chose. La fiducie, a-t-il dit finalement en levant les yeux. Expliquez-moi ça. J'ai expliqué la fiducie familiale que Naomi et moi avions mise en place il y a 9 ans. Un véhicule conjoint qui comprenait une subvention au logement, des dispositions pour le soutien continu de Haley et un compte d'éducation différé. À l'époque, cela semblait être une planification responsable. Maintenant, cela ressemblait à une porte que j'avais accidentellement laissée déverrouiller. Naomi a une sœur, ai-je dit. Lauren Stokes. Elle est notaire à Westerville. Frank a haussé un sourcil. Il y a 2 ans, Naomi a mentionné qu'elle avait fait mettre à jour certains documents de fiducie pour plus d'efficacité, ai-je dit. J'ai signé ce qu'elle a mis devant moi. Je lui faisais confiance. J'ai fait une pause. Je pense que Lauren a notarié des changements que je n'ai jamais correctement examinés. Des changements qui ont peut-être modifié la clause des bénéficiaires. Frank s'est adossé à son siège. C'est un problème pour elle. Si Lauren a notarié des documents sans vérification indépendante appropriée de la compréhension du signataire, c'est une faute notariale potentielle. Il a pris une note. Je vais assigner l'historique des documents. J'ai hoché la tête. Puis je lui ai parlé de l'avocat de Naomi, Boyd Sloan. L'expression de Frank n'a pas changé, mais son stylo s'est arrêté de bouger. Sloan s'occupe de ses affaires successorales apparemment, et ils ont une relation personnelle. Arthur Townsend le croit. 3 apparitions publiques documentées ensemble. Frank a posé le stylo. Si Sloan a conseillé Naomi sur les modifications de la fiducie tout en entretenant une relation personnelle avec elle, c'est un conflit d'intérêts. Tout ce qu'il a touché en son nom est potentiellement annulable. Il a croisé les mains. Colton, je veux que tu rentres chez toi aujourd'hui et que tu fouilles soigneusement la maison. Les classeurs, l'armoire à pharmacie, partout où Naomi gardait des objets personnels. Ne déplace rien. Regarde juste et photographie tout ce que tu trouves. Je suis rentré à midi. J'ai commencé par le bureau à domicile. 3 classeurs, tous organisés avec l'écriture de Naomi. La plupart étaient de la routine. Puis je suis passé à la salle de bain principale. Derrière le faux panneau arrière du meuble sous l'évier, un espace que j'avais construit moi-même lors de la rénovation il y a 8 ans, pensant que ce serait une bonne cachette pour les objets de valeur, j'ai trouvé une petite boîte en carton. À l'intérieur, 8 plaquettes de contraceptifs oraux à haute dose. Chaque plaquette avait des dates écrites au marqueur sur le dos en aluminium. La plus ancienne datait d'il y a 3 ans. La plus récente datait de 4 mois avant le mariage. Je suis resté debout dans cette salle de bain pendant un long moment, tenant la boîte. Nous avions passé 2 ans et demi à essayer de concevoir. Des rendez-vous avec le docteur Ellard, des conversations sur le timing, Naomi disant qu'elle voulait cela autant que moi. Et pendant tout ce temps, elle s'assurait que c'était impossible. J'ai tout photographié, remis la boîte exactement là où je l'avais trouvée. Puis je suis descendu, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai appelé Frank. J'ai trouvé quelque chose, ai-je dit. Dis-moi. Je lui ai parlé des contraceptifs, des dates, du docteur Ellard et de son diagnostic. Frank est resté silencieux un moment. Puis, qui vous a orienté vers le docteur Ellard? J'ai réfléchi. Naomi l'a suggéré, elle a dit qu'une amie avait recommandé la clinique. Je vais examiner les relations professionnelles du docteur Ellard, a dit Frank. Ne confronte pas Naomi. Ne mentionne pas ce que tu as trouvé. Pas encore. J'ai raccroché et regardé par la fenêtre de la cuisine vers le jardin. Le jardin que j'avais construit à la main. La clôture que je réparais chaque printemps. Le chêne sur lequel Haley avait gravé ses initiales quand elle avait 9 ans. 22 ans d'entretien, de présence, à croire que les gens que j'aimais faisaient de même. La boîte dans l'armoire disait le contraire. 3 jours après le mariage, Haley a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Pas par hésitation, par délibération. Chaque conversation à partir de maintenant allait compter, et je n'allais pas trébucher dans l'une d'elles sans préparation. Papa, a-t-elle dit, puis s'est arrêtée comme si le mot l'avait surprise elle-même. Je suis là, ai-je dit.
Nous nous sommes retrouvés dans un dîner près de la route 40 où nous allions depuis qu'elle était au collège. Une banquette d'angle, un éclairage terrible, la meilleure tarte aux pommes du comté de Franklin. J'étais là en premier. Je l'ai regardée franchir la porte. La même fille que j'avais conduite à l'entraînement de natation à 5 heures du matin pendant 6 années consécutives, sauf que maintenant ses yeux portaient quelque chose de plus lourd que je n'avais jamais vu. Elle s'est assise, a enveloppé ses deux mains autour d'une tasse de café et m'a regardé directement. Je n'ai pas écrit ce champ vide dans le programme. Je te jure, maman s'est occupée de toutes les communications avec les fournisseurs. J'ai signé la version finale sans lire chaque ligne, et c'était stupide et j'assume. Je te crois, ai-je dit. Elle a expiré. Le père de Gareth nous a montré les documents des fournisseurs. Je savais que tu contribuais au coût du mariage. Je ne savais pas que c'était tout. Maman m'a dit que son côté gérait une partie. Elle a fait une pause. Elle m'a menti aussi, papa. Je n'ai pas répondu directement à cela. Je l'ai juste laissé continuer. Et Denis. Je l'ai invité parce que je pensais que j'étais prête à clore quelque chose. Je ne savais pas qu'elle le placerait à la table de la famille. Je ne savais pas pour le changement de désignation formelle. Sa voix s'est serrée. Quand Arthur m'a montré cet email, je ne pouvais plus respirer. Allez, ai-je dit, rien de ce que ta mère a organisé n'est de ta faute. Tu n'es pas responsable de ce qu'elle a construit sans te le dire. Elle m'a regardé pendant un long moment. J'aurais dû me battre plus fort pour ton nom dans ce programme, pour ta place devant. Je l'ai laissé tout gérer parce que c'était plus facile, et la facilité était le mauvais choix. Nous sommes restés là encore 40 minutes. Nous avons commandé de la tarte, à laquelle aucun de nous n'a vraiment touché. Quand elle m'a serré dans ses bras sur le parking après, elle s'est accrochée plus longtemps que d'habitude. Je l'ai laissé faire. C'était mardi. Le mercredi matin, Arthur a appelé avec des nouvelles concernant Amber Holland, la meilleure amie de Haley depuis leur première année à l'université. Amber avait envoyé un SMS d'excuses à Haley la veille au soir. Elle y admettait qu'elle fournissait des informations à Naomi depuis près de 2 ans. Des conversations privées, des détails sur la proximité entre Haley et moi, même le fait que Haley avait spécifiquement demandé que je fasse un discours à la réception. Naomi avait utilisé chaque élément pour planifier l'effacement. Haley me l'a transféré immédiatement, a dit Arthur. Elle est furieuse et elle pointe dans la bonne direction. J'ai transmis l'information à Frank Mercer cet après-midi-là. Le jeudi, Arthur a trouvé un lien entre Naomi et Boyd Sloan qui a transformé le circonstanciel en documenté. Une liste de propriétés co-signées datant d'il y a 13 mois, une maison au bord d'un lac à l'extérieur de Granville, déposée sous leurs 2 noms. L'annonce avait été retirée, mais la base de données du registre du comté n'oublie pas. Frank était hors de sa chaise avant que je finisse la phrase. Chaque document que Sloan a touché en son nom est maintenant compromis, a dit Frank. Chaque modification de fiducie, chaque ajustement de bénéficiaire. Nous contestons tout cela. Je dépose une demande pour geler la fiducie aujourd'hui et j'initie un signalement au barreau de l'État concernant la conduite de Sloan. Je lui ai donné le feu vert. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Naomi. Elle a ouvert en peignoir, café à la main, l'expression passant de la surprise au calcul plus vite qu'elle ne le voulait probablement. Je me suis assis en face d'elle et j'ai gardé une voix égale. Je ne vais dire cela qu'une fois. Je sais pour Boyd Sloan. Je sais pour Lorraine et les documents notariés. Je sais pour les modifications de la liste des invités. Et je sais pour le docteur Ellard. Quelque chose derrière ses yeux s'est figé. La fiducie est déjà gelée, ai-je continué. Mon avocat a déposé la demande ce matin. Et je sais pour les prescriptions, Naomi. Celle de la pharmacie en ligne. Celle avec les dates écrites sur l'opercule. 2 ans et demi de pilule. L'immobilité a cédé la place à quelque chose de plus dur. Ce sont des dossiers médicaux privés. Ce sont des preuves de tromperie délibérée pendant un mariage, ai-je dit. Frank s'en chargera à partir de maintenant. Je me suis levé et j'ai ajusté ma veste. Je ne suis pas venu ici pour me battre. Je suis venu parce que tu as passé 22 ans à me laisser croire que je construisais quelque chose de réel. Tu me dois au moins l'expérience de savoir que tu as entendu ce que je viens de dire. Je suis sorti, sans regarder en arrière. Arthur a appelé samedi matin et m'a dit qu'il avait organisé un rassemblement privé,
un petit brunch dans la salle à manger d'Ashford Hall pour les membres de la famille et les invités proches qui avaient été présents au mariage. Naomi l'avait organisé, avec l'intention, je le soupçonnais, de commencer à gérer le récit. Arthur avait accepté l'invitation avec un objectif totalement différent en tête. « Viens », a-t-il dit. « Tu n'as pas besoin de parler. Sois juste dans la pièce. » Environ 30 personnes étaient assises quand je suis arrivé. Naomi était au bout de la table, habillée avec intention, jouant le calme. Denny Parish était assis à 2 chaises d'elle. Haley et Garrett étaient vers le milieu. Garrett, avec le regard d'un homme qui avait passé la semaine à tout recalculer tranquillement. Arthur s'est levé sans cérémonie. La pièce s'est calmée immédiatement. Le genre d'autorité qui ne nécessite pas de volume. « Je veux aborder ce qui s'est passé à ce mariage », a-t-il dit, parce que je crois que les gens dans cette pièce méritent des informations exactes. Il a ouvert son dossier et a placé des documents sur la table un par un. Le mariage de samedi dernier a été financé par une seule personne, a dit Arthur. Lieu, $14 800, traiteur, $11 500, photographie, $6 200, fleurs, $9 300, dîner de répétition, $5 600, impression et invitation, $2 000. Total, $47 400. Il a regardé autour de la table. Chaque paiement provenait d'un seul compte. Celui de Colton Carvey. La pièce est devenue silencieuse, de ce genre de silence qui survient quand quelque chose tombe et ne peut être repris. C'est le même homme, a continué Arthur, dont le nom n'apparaissait pas dans le programme, qui a été décrit dans le toast comme quelqu'un qui, et je cite, a fait de son mieux. Qui a regardé un homme absent pendant la majorité de l'enfance de Haley être présenté comme son père à la famille et aux invités. Il a posé l'impression de l'email au centre de la table. La désignation formelle dans la liste des invités a été modifiée 4 semaines avant ce mariage. L'inscription de Colton Carvey a été modifiée de père de la mariée, beau-parent à blanc. Le changement a été effectué depuis une adresse email appartenant à la mère de la mariée. La chaise de Naomi a raclé le sol. Arthur, ce n'est pas l'endroit. C'est exactement l'endroit, a dit Arthur. Pas méchant, juste définitif. Haley s'est levée avant que le silence ne puisse s'installer dans quelque chose que Naomi pourrait remplir. Tout ce qu'Arthur a dit est exact, a dit Haley, la voix stable. Et je dois à mon père quelque chose que j'aurais dû lui donner publiquement samedi dernier. Elle m'a regardé. Colton Carvey m'a élevé. Il était à chaque entraînement, chaque crise, chaque mardi ordinaire que personne ne photographie. Mais dont tout le monde a besoin. Il a financé ce mariage parce que c'est le genre d'homme qu'il est. J'ai permis à ma mère de gérer cet événement d'une manière qu'il a effacée. Et je ne ferai pas semblant que c'était acceptable. Elle n'a pas regardé Naomi en le disant. Elle m'a regardé. Je lui ai fait un petit signe de tête. C'était suffisant entre nous. Naomi s'est levée, a dit quelque chose à propos d'avoir besoin d'air et est sortie par la porte latérale. Denny Parish a attendu environ 1 minute, puis a suivi tranquillement. Aucun d'eux n'est revenu. Arthur a rassemblé ses documents avec l'efficacité d'un homme clôturant une réunion. Garrett s'est penché et a serré fermement la main de son père. Après, Arthur et moi nous sommes tenus sur le parking. L'air d'octobre était froid et honnête. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, ai-je dit. »« Je sais, » a dit Arthur. « C'est exactement pourquoi je l'ai fait. » Il m'a tendu la main. Je l'ai prise. Puis il est parti en voiture et je suis resté seul dans le parking calme, pensant à $47 000, 22 ans, et à l'étrange sentiment de propreté d'être enfin du bon côté d'un livre de compte honnête. Le gel de la fiducie est tombé un lundi. Frank Mercer avait déposé la motion vendredi après-midi, et lundi matin, le tribunal avait accordé une suspension temporaire dans l'attente d'un audit complet. Ce même jour, l'Association du barreau de l'État de l'Ohio a reçu une plainte officielle pour manquement à l'éthique concernant la conduite de Boyd Sloan en tant que conseiller juridique tout en entretenant une relation personnelle avec sa cliente. Frank était minutieux. Il l'était toujours. Je n'ai pas appelé Naomi pour lui dire. Je n'avais pas à le faire. Son avocat, un autre maintenant, puisque Sloan s'était retiré discrètement de l'affaire dès le dépôt de la plainte pour conflit d'intérêts, a appelé le bureau de Frank à midi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était Denny Parish. Frank m'a appelé mardi après-midi avec ce ton particulier qu'il utilisait quand quelque chose le surprenait vraiment, ce qui n'était pas fréquent.
Parish a engagé un avocat, a-t-il dit. Il dépose une réclamation en tant que parent biologique de Haley Carvey, affirmant un intérêt dans les distributions de la fiducie liée à son éducation et à son soutien continu. Je suis resté avec ça un moment. Il est parti quand elle avait 18 mois. Je sais, a dit Frank. Son avocat soutient que la paternité biologique crée un droit permanent, quelle que soit la période d'absence. C'est tiré par les cheveux, mais c'est conçu pour compliquer votre dossier et donner un levier au camp de Naomi. Peut-il gagner? Non, a dit Frank catégoriquement. Mais ça coûtera du temps et des frais de dossier pour le rejeter, ce qui est le but. Une pause. Cela nous dit aussi quelque chose. Parish n'a pas inventé ça tout seul. Quelqu'un l'a orienté vers un avocat et lui a donné une raison de déposer une demande. J'ai pensé à la maison du lac à l'extérieur de Granville. À Boyd Sloan, même avec une plainte du barreau au-dessus de lui. Certaines personnes ne savent pas quand arrêter de tirer les leviers. Occupe-toi de ça, ai-je dit. Je suis déjà en train de rédiger la réponse, a dit Frank. Ce soir-là, je suis passé devant la maison. Ma maison techniquement, puisque Naomi l'avait quittée et que j'avais recommencé à y loger discrètement. Le chêne dans le jardin avait toujours les initiales de Haley gravées dessus. Je suis resté dans la cuisine un moment, sans faire grand-chose, juste être dans l'espace sans rien jouer pour personne. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu, pas de message, juste une photo. Je l'ai ouverte. C'était une photo de Naomi et Boyd Sloan à ce qui ressemblait à un aéroport, des valises à leurs pieds, la main de Sloan dans le bas de son dos. L'horodatage intégré dans l'image datait de 4 jours après le mariage. Je l'ai transféré à Frank sans commentaire. Il a répondu en moins de 3 minutes. Reçu. Cela va au dossier de plainte au barreau et à l'audit de la fiducie. Bien. J'ai posé mon téléphone et me suis tenu à la fenêtre de la cuisine, regardant le jardin. Le chêne, le jardin que j'avais construit à partir de la terre nue il y a 11 ans. La clôture que j'avais repeinte chaque printemps parce que Naomi disait toujours qu'elle allait le faire et ne le faisait jamais. 22 ans d'entretien, de présence, à être l'homme qui maintenait les choses ensemble pendant que quelqu'un d'autre planifiait la sortie. C'était mardi. Le jeudi, Frank a eu la confirmation d'un collègue que Lauren Stokes, la tante de Naomi, la notaire de Westerville, avait reçu une enquête formelle de la commission notariale de l'Ohio. 3 documents de fiducie qu'elle avait notariés sur une période de 2 ans étaient en cours d'examen pour irrégularité procédurale. Plus précisément, aucune vérification indépendante de la compréhension informée des parties signataires. Frank pensait qu'au moins 2 de ces documents contenaient un langage sur les bénéficiaires qui avait été modifié sans mon consentement significatif. Lauren a engagé son propre avocat vendredi. Le chat de groupe de la famille Stokes, selon Haley, qui partageait maintenant avec moi des informations que je n'avais pas demandées mais que j'étais reconnaissant de recevoir, est devenu complètement silencieux au moment où l'enquête a été rendue publique. Samedi matin, Frank a appelé avec la mise à jour sur le docteur Ellar. Le conseil médical avait ouvert une enquête formelle. Une plainte antérieure datant de 2 ans plus tôt, un patient différent, un schéma similaire, était resté en sommeil. Combiné avec la documentation que Frank avait soumise, y compris le dossier de la pharmacie pour les prescriptions de contraceptifs de Naomi et la chronologie de ses rendez-vous avec Ellar, le conseil avait maintenant assez pour procéder. L'avocat d'Ellar a pris contact ce matin, a dit Frank. Il demande un accord de coopération. Ce qui veut dire qu'il va parler, ai-je dit. Ce qui veut dire qu'il calcule si parler vaut mieux que ne pas parler, a dit Frank. Dans tous les cas, ça bouge. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. Je suis parti pour une longue promenade en voiture. Pas de destination, pas de podcast, pas d'appel téléphonique, juste l'autoroute et le paysage plat de l'Ohio, et le calme particulier d'un homme qui a mis quelque chose en mouvement et attend que cela suive son cours. J'ai pensé aux 2 années de rendez-vous chez le médecin, au fait de croire que je manquais de temps, au chagrin spécifique de penser que votre corps a échoué à quelque chose que vous vouliez tant. Naomi m'avait tendu ce chagrin délibérément et m'avait regardé le porteur. Elle s'était assise dans cette clinique à côté de moi avec un visage impassible et avait laissé un médecin délivrer un mensonge qu'elle avait payé. La colère que je ressentais à ce sujet n'était pas bruyante. C'était le genre froid et installé qui n'a pas besoin d'être exprimé pour être réel. Le genre que vous classez et pour lequel vous laissez le processus juridique parler. Je me suis arrêté sur une aire de repos à l'extérieur de Lancaster.
Je me suis assis sur le parking et j'ai appelé Arthur. Comment tenez-vous le coup, a-t-il demandé. Stable, ai-je dit. 1 minute. Ale a appelé Gareth hier soir, a dit Arthur. Elle a demandé si les deux pouvaient venir pour Thanksgiving chez nous. Une brève pause. J'ai dit oui. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai juste regardé à travers le pare-brise le ciel gris de novembre. C'est bien, ai-je dit. Finalement. C'est la bonne chose. Elle essaie, a dit Arthur. Donnez-lui l'espace pour y arriver. Je le fais, ai-je dit. Nous avons parlé pendant encore 10 minutes de rien d'important. Le genre de conversation que les hommes ont quand ils ont déjà dit les choses importantes et ont juste besoin de rester en contact. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis encore quelques minutes dans le calme du parking. Puis je suis retourné sur l'autoroute et je suis rentré chez moi. La maison était exactement comme je l'avais laissée. Calme, honnête, la mienne. Je suis entré, j'ai accroché mes clés au crochet près de la porte, le même crochet que j'avais installé le premier mois où nous avions emménagé, et je suis allé à la cuisine faire du café. Simple, délibéré, présent. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'allais plus être pris au dépourvu. Le gel de la fiducie a produit sa première conséquence visible un mercredi, 9 jours après le mariage. Frank avait fait en sorte qu'une lettre recommandée soit livrée à l'adresse actuelle de Naomi à la maison de Dolores Crane, en l'occurrence, ce qui ajoutait une couche d'ironie étant donné ce que nous savions maintenant du rôle de Lorraine dans la notariation des documents. La lettre décrivait le gel, la portée de l'audit et la base juridique des deux. Elle référençait également, dans un langage précis et mesuré, le prêt personnel impayé de $31 000 que Naomi m'avait emprunté il y a 8 ans. Documenté par un billet à ordre signé que j'avais presque oublié jusqu'à ce que Frank me demande de sortir tous les dossiers financiers de la dernière décennie. Avec les intérêts standards calculés à partir de la date de l'accord original, le solde actuel était de $44 200. Frank avait joint une demande de paiement à la lettre de gel. Poli, formelle, complètement inflexible. Naomi m'a appelé à 7h45 ce matin-là, ce qui me disait qu'elle était réveillée depuis des heures. Sa voix avait cette tension particulière de quelqu'un qui a répété une conversation et sait déjà qu'elle ne va pas se dérouler comme prévu. C'est excessif, Colton. Elle a dit, le prêt était informel. Nous étions mariés. Nous avions un billet à ordre signé, ai-je dit. Ce n'est pas informel. C'est un contrat. Je veux parler de ça en personne. Parle à Frank, ai-je dit. C'est pour ça qu'il est là. Elle a changé de tactique. Le gel de la fiducie fait du mal à Ale. Le gel de la fiducie protège des actifs qui ont été restructurés sans mon consentement éclairé, ai-je dit. Si le soutien de Ale est perturbé, c'est une conséquence directe des décisions que toi et ton avocat avez prises. Frank peut discuter d'une exception pour les besoins continus de Ale. Appelle son bureau. Silence au bout du fil. Puis, tu as changé. J'ai obtenu des informations exactes, ai-je dit. Les gens ont tendance à changer quand cela arrive. J'ai mis fin à l'appel et posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine, versé mon café, et me suis tenu à la fenêtre, regardant le jardin. Cet après-midi-là, Frank avait 2 autres mises à jour. Premièrement, le barreau de l'État de l'Ohio avait officiellement ouvert une procédure disciplinaire contre Boyd Sloan. Son retrait du dossier de Naomi n'avait pas été assez rapide pour devancer la plainte, et le dossier de propriété co-signé de la Maison du Lac faisait maintenant partie des pièces à conviction. Le cabinet de Sloan l'avait placé en congé administratif en attendant le résultat. Deuxièmement, Lauren Stokes avait conclu un accord de coopération avec la commission notariale en échange d'une peine réduite. Elle avait fourni une déclaration écrite confirmant qu'elle avait notarié les documents de modification de la fiducie à la demande de Naomi sans effectuer la vérification indépendante requise de ma compréhension et de mon consentement. Elle a déclaré que Naomi lui avait dit que les changements étaient des mises à jour de routine et que je les avais déjà examinés. Frank m'a lu la ligne clé de la déclaration de Lauren au téléphone, je comprenais que c'était une formalité. Je n'ai pas vérifié indépendamment la connaissance des changements substantiels par le cofiduciaire. C'est suffisant pour annuler les modifications, a dit Frank. Toutes. Nous déposons une demande pour rétablir le langage original de la fiducie d'ici la fin de la semaine. Et la demande de remboursement du prêt, ai-je demandé. Le nouvel avocat de Naomi a appelé cet après-midi, a dit Frank. Ils veulent négocier.
J'ai dit à Franck que le chiffre était le chiffre. J'ai réfléchi un instant. Donne-leur 2 semaines. Ensuite, nous déposons une demande de recouvrement. C'est noté, a dit Franck. Ce soir-là, Alé m'a envoyé une photo par SMS. Pas de légende, juste une photo de nous deux à sa remise de diplôme du lycée. Moi dans une veste légèrement trop formelle pour l'occasion. Elle dans sa toge et son mortier. Tous les deux plissant les yeux au soleil. Je me souvenais de ce jour. Je me souvenais à quel point j'avais été fier et comment je n'avais pas trop su quoi faire de tout ça. Alors, je m'étais juste tenu à côté d'elle et j'avais laissé le photographe faire son travail. J'ai regardé la photo pendant un long moment. Puis j'ai tapé en réponse, je me souviens de ce jour. Tu as fait le meilleur discours de toute ta promotion. Elle a renvoyé une seule ligne, tu étais le seul à me l'avoir dit avant que je ne monte sur scène. J'ai posé le téléphone et fini mon café. Dehors, le vent de novembre bougeait à travers le chêne dans le jardin. Les branches étaient nues maintenant, mais le tronc était solide. Les initiales gravées dedans aussi nettes que le jour où elle les avait mises là. Certaines choses tiennent bon. Le règlement est arrivé un jeudi, 3 semaines après que Franck eut déposé le gel de la fiducie. Le nouvel avocat de Naomi avait négocié jusqu'au bout, mais à la fin, les mathématiques étaient inéluctables. Le langage original de la fiducie a été entièrement rétabli. Chaque modification que Lorraine avait notariée a été annulée. Les désignations de bénéficiaires sont revenues à ce qu'elles étaient 9 ans plus tôt, avant que Boyd Sloan n'ait jamais touché aux documents. Le remboursement du prêt a été structuré comme une somme forfaitaire à 60 jours, 44 200 $. L'avocat de Naomi avait essayé de négocier des versements. Franck avait dit non. La procédure disciplinaire de Boyd Sloan avançait indépendamment du règlement. Le barreau de l'État de l'Ohio ne s'arrêtait pas pour des accords privés entre parties. Sloan faisait face à une audience formelle en janvier. Son cabinet avait déjà annoncé qu'il passait à un rôle consultatif, ce qui, dans le langage des cabinets d'avocats, signifiait qu'il était discrètement éloigné de tout contact avec la clientèle pendant que l'institution se protégeait. Lauren Stokes a reçu une suspension de 6 mois de sa commission notariale et un blâme formel. Son nom figurait dans le dossier public de la commission notariale de l'Ohio pendant 5 ans. Le docteur Ellar avait conclu un accord de coopération complet avec le conseil médical en échange d'une suspension volontaire de sa licence en attendant un examen de conformité. Il avait fourni un compte rendu écrit détaillé de l'arrangement, y compris le nom du contact qui avait orienté Naomi vers sa clinique, le langage spécifique qu'on lui avait demandé d'utiliser dans son évaluation et les frais de consultation qu'il avait reçus de la clinique de fertilité affiliée. Le conseil poursuivait maintenant une enquête distincte sur les pratiques de référence de la clinique. Franck estimait que la licence d'Ellar ne survivrait pas à l'examen. J'ai lu tout cela un vendredi matin à la table de la cuisine avec une tasse de café, et le calme particulier d'un homme qui a attendu longtemps que quelque chose soit terminé. Le dernier élément du résumé de Franck était une seule ligne, la réclamation de Denny Parish a été rejetée avec préjudice mardi. Aucun autre dépôt attendu. J'ai posé les papiers, regardé le jardin. Le chêne était nu maintenant, novembre l'ayant dépouillé, mais le tronc était aussi solide qu'il l'avait toujours été. Cet après-midi-là, Alé est passée à la maison. Elle n'a pas envoyé de SMS à l'avance, elle s'est juste présentée comme elle le faisait quand elle était au lycée et avait besoin d'un endroit pour réfléchir. Elle s'est assise à la table de la cuisine en face de moi et a posé ses 2 mains à plat sur la surface comme si elle s'étudiait elle-même. « J'ai quelque chose à dire », a-t-elle dit. « Vas-y », ai-je dit. Je repasse ça dans ma tête depuis des semaines. Chaque choix que je n'ai pas fait. Chaque fois que j'ai laissé maman gérer quelque chose parce que c'était plus facile que de résister. Chaque fois que je me suis dit que c'était bien. Elle m'a regardé fixement. Je ne veux plus de la facilité. Je veux l'honnêteté. Elle a fait une pause. Je suis désolé, papa. Pour ce qui s'est passé à ce mariage, pour le programme, pour les sièges, pour tout ça. Tu méritais mieux de ma part. J'ai regardé ma fille pendant un long moment. 22 ans à être présent pour quelqu'un, et ils finissent par être présents pour vous en retour. Pas parfaitement. Pas selon le calendrier exact que vous auriez pu vouloir, mais ils sont là. Tu es là maintenant, ai-je dit. C'est ce qui compte. Elle a hoché la tête. Puis elle s'est penchée à travers la table et a mis sa main sur la mienne juste un instant avant de se retirer. Nous n'avions pas besoin d'en faire tout un plat. Après son départ,
je suis allé au bureau à domicile et j'ai ouvert le tiroir du bas du classeur, celui que j'avais nettoyé et réorganisé après que Naomi eut déménagé ses affaires. J'ai sorti une petite enveloppe que j'y avais mise 2 semaines auparavant. À l'intérieur se trouvait une note pliée. Je l'avais écrite la nuit après avoir trouvé les contraceptifs dans l'armoire de la salle de bain. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour mettre la chose en mots pour qu'elle arrête de tourner en rond. Je l'ai lue une fois. Puis je l'ai mise dans le destructeur de documents et je l'ai regardée disparaître. Fini. 8 mois après le mariage, le Colton Carvé qui se tenait dans son jardin par une chaude matinée de juin ressemblait presque à l'identique à celui qui était sorti d'Ashford au long septembre. Même carrure, même posture, même habitude de boire son café debout près de la fenêtre de la cuisine. Mais quelque chose à l'intérieur s'était installé, quelque chose qui ne l'était pas auparavant. Le genre d'apaisement qui ne vient pas du fait que les choses vont bien. Il vient du fait de savoir enfin où l'on se tient. La fiducie était entièrement rétablie et fonctionnait selon ses termes originaux. Le prêt avait été remboursé intégralement début décembre. Un virement bancaire arrivait sans note, sans excuse, juste le chiffre que Frank avait exigé. Naomi avait déménagé dans un appartement à Worthington. Nous ne nous étions pas parlé depuis le matin où j'étais sorti de chez elle. L'audience disciplinaire de Boyd Sloan avait abouti à une suspension de 2 ans de sa licence d'avocat et à un constat formel de faute professionnelle. La maison du lac à l'extérieur de Granville avait été mise en vente en février. Le docteur Ellar avait rendu sa licence médicale volontairement en janvier, 2 jours avant que le conseil ne rende sa décision. La clinique de fertilité affiliée avait réglé une plainte civile distincte et changé de propriétaire. Lauren Stokes avait terminé sa période de suspension et repris un travail notarial limité. Elle ne m'avait pas contacté. Je ne m'y attendais pas. Denny Parish avait disparu aussi discrètement qu'il était arrivé. Aucun autre dépôt légal, aucun contact avec Allais dont j'avais connaissance. Pas de deuxième acte à sa brève réapparition. Certaines personnes viennent pour les photos et partent quand les lumières s'allument. Allais et Garrett vivaient à Dayton. Ils sont venus à Columbus pour le week-end du Memorial Day et ont passé la majeure partie du samedi après-midi dans le jardin. Garrett faisait quelque chose de constructif avec les parterres de fleurs tandis que Allais était assise sur les marches arrière et me parlait de rien en particulier, son travail, un voyage qu'il planifiait. Le chien d'un voisin qui avait développé une rancune inexpliquée contre leur boîte aux lettres. Des choses ordinaires, le genre de conversation qui n'arrive que lorsque le poids s'est suffisamment levé pour laisser la vie ordinaire revenir. Arthur a appelé un dimanche de mai, ce qui était assez inhabituel pour que je décroche avant la 2e sonnerie. Il m'a dit que lui et sa femme créaient une petite fondation, informelle, financée par des fonds privés, pour fournir une assistance juridique aux beaux-parents naviguant dans des situations de fiducie familiale contestées. Il a dit qu'une conversation avec un homme dans un parking en octobre dernier avait planté l'idée. « J'aimerais mettre votre nom au comité consultatif », a-t-il dit. Pas en tant que donateur, en tant que quelqu'un qui connaît le terrain. J'y ai pensé pendant environ 4 secondes. Oui, ai-je dit. La première réunion consultative était prévue pour juillet à Columbus. 3 autres hommes étaient au conseil. Un enseignant à la retraite d'Akron, un pompier de Cincinnati, un superviseur logistique de Toledo. Des vies différentes, des détails différents, la même forme d'expérience de base. Des hommes qui étaient restés quand rester était incommode et en avaient payé le prix. Et qui étaient maintenant en position de s'assurer que le prochain homme ait une meilleure assise. J'ai conduit jusqu'à la première réunion un mardi matin de début juillet, me suis garé dans un parking du centre-ville et suis resté assis un moment avant d'entrer. La ville bougeait autour de moi comme le font les villes, indifférentes, continues, l'histoire de personne ne correspondant plus à celle de quelqu'un d'autre au niveau de la rue. J'ai pensé aux 2 ans et demi passés à essayer d'avoir un enfant, au chagrin que j'avais porté pour quelque chose qui n'avait jamais été réel. Je ne cherchais plus la colère à ce sujet. La colère coûte cher, et j'avais appris à dépenser prudemment. J'ai pensé à Allais à 8 ans, endormi sur le canapé avec un lapin en peluche coincé sous son bras pendant que j'étais assis par terre à côté d'elle, regardant un terrible film de fin de soirée parce qu'elle avait fait un cauchemar et ne voulait pas être seule. Ça ne m'avait pas dérangé. C'était la partie que personne ne photographie. Les heures ordinaires sont témoins qui constituent la véritable structure d'une relation. Ces heures étaient les miennes. Elles avaient toujours été les miennes. Aucune paperasse, aucune liste d'invités modifiée, aucun discours au micro ne pouvait revenir en arrière et me les prendre. Je suis sorti de la voiture,
j'ai ajusté ma veste et je suis entré dans le bâtiment. Certains hommes reconstruisent bruyamment. Ils ont besoin du public, de la vindicte, du moment public de répétition. Je comprenais cela, mais j'avais toujours été meilleur dans le travail silencieux, le long terme, la main ferme, le petit matin quand personne d'autre n'est encore levé. Cela n'avait pas changé. Ce qui avait changé, c'est que j'avais fini de le faire pour des gens qui traitaient cela comme invisible. Le chêne se dressait toujours dans le jardin. Les initiales de allaient toujours gravées net dans l'écorce. À l'automne, les feuilles tomberaient à nouveau, comme elles l'avaient toujours fait, mais le tronc tenait bon comme il l'avait toujours fait. C'était suffisant pour construire dessus.